l'INRIA, c'est l'Institut national de la recherche en sciences du numérique. Donc je dirige l'équipe Willow, qui est une équipe de vision artificielle et de robotique. C'est une équipe qui a maintenant plus de 17 ans d'âge, qui est historiquement centrée sur les problèmes de vision artificielle, de perception artificielle, et qui a transitionné récemment vers le problème de porter la vision artificielle vers la robotique et l'IA globalement. Et donc on travaille vraiment à l'intersection de la robotique et l'IA. On est une 50aine de personnes, à la fois chercheurs permanents, doctorants, postdocs et ingénieurs, à travailler de manière jointe et coordonnée pour offrir des solutions et faire avancer la recherche autour de la robotique et de l'IA en général. Donc le CEA LIS, c'est un institut du numérique du CEA qui est basé sur le plateau de Saclay, donc à Paris, et qui a aussi des équipes sur Grenoble, donc qui est un membre des instituts Carnot. Le CEA LIS, c'est un acteur de la recherche technologique en numérique, donc qui fait forcément de l'IA, mais pas que. Et qui comprend aux alentours de 1000 chercheurs, ingénieurs, principalement travaillant au développement des technologies, donc plutôt à des TRL avancés, et avec la vocation notamment de transférer à des acteurs entreprises les technologies qu'ils développent. Donc comme je le disais, sur de l'intelligence artificielle, de la robotique, on a des grosses équipes robotiques historiquement qui sont les équipes robotiques du CEA, et cybersécurité ou système embarqué. Dans l'équipe, on mène une activité de recherche fondamentale qui vise vraiment à faire avancer la recherche et la connaissance autour des objets de l'IA globalement et surtout pour la robotique. Au-delà des aspects développement de recherche fondamentale, on développe aussi beaucoup de solutions logicielles et des solutions logicielles qui sont open source. Donc on a des logiciels phares comme Pinocchio qu'on a commencé initialement au CNRS et qui est aujourd'hui développé entièrement par l'équipe, et qui vise justement à permettre faciliter la commande des robots. Aujourd'hui, c'est un logiciel qui est déployé à travers le monde dans un écosystème mondial, donc qui est disponible directement sur GitHub. On compte aujourd'hui plus de 2 millions de téléchargements par an, ce qui est assez conséquent pour un logiciel de niche, et qui équipe aujourd'hui à la fois les robots mobiles, des robots manipulateurs en industrie, mais aussi les robots humanoïdes qu'on peut voir actuellement émerger dans l'écosystème mondial. Si on regarde la robotique c'est deux composantes principales, c'est le hardware, la conception des robots. On ne s'intéresse pas du tout à cet aspect-là, parce qu'il y a des équipes de recherche et à la fois des industriels qui sont extrêmement capables de produire des solutions extrêmement avancées. Par contre, on va plutôt s'intéresser à la partie software, donc la partie IA du projet robotique. Et ça fait intervenir plusieurs composantes, à la fois la perception, l'optimisation, l'apprentissage et la simulation. Et typiquement, dans l'équipe, on a une volonté de vouloir couvrir l'ensemble de ces thématiques de recherche et de faire avancer tous ces fronts-là de manière uniforme, et en produisant donc des logiciels. Donc j'ai évoqué Pinocchio, et d'autres logiciels autour de la perception. Et donc cet écosystème logiciel-là, le but, c'est vraiment de pouvoir améliorer l'autonomie décisionnelle des robots et de fournir des solutions qui soient directement transférables vers l'industrie et utilisables par les acteurs industriels, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs. C'est important d'avoir justement accès à ces retours de cas d'usage sur le terrain qui nous permettent justement de fiabiliser nos outils et de les rendre beaucoup plus robustes et beaucoup plus facilement interfaçables avec des solutions connexes. On est une start-up qui est SME du CEA, mais aussi de l'IRT Systemix, qui est un autre RTO. Hein. Et donc on bénéficie en fait finalement de cette maturation, de ces transferts de technologies qui nous ont permis d'arriver au développement d'une solution qu'on a appelée Clarity. Et Clarity embarque toute une suite de technologies du CEA, essentiellement open source aussi. Hein. Donc on est très basé sur l'open source et qui permet de faire du contrôle et du suivi opérationnel de systèmes IA. C'est-à-dire que quelque part, une fois que, comme tu le disais tout à l'heure, une fois qu'on a déployé des systèmes IA en production, pour des sujets de robotique, de contrôle ou autre, hein, il faut pouvoir maintenir le niveau de performance de ces systèmes-là et suivre en temps réel le comportement de ces systèmes de manière à pouvoir justement qualifier, vérifier leur bon fonctionnement et donc garantir ce bon fonctionnement en opération. Donc c'est tout ce que permet Clarity, qui est une solution SaaS à partir de technologies du CEA et de l'IRT. Quelque part, on arrive à produire tout un ensemble de sets d'indicateurs ou d'artefacts dès la phase de spécification, de conception. On les définit, on les construit et après, finalement, opérationnellement, on les suit dans le temps. Donc on va parler de robustesse, d'explication, d'incertitude, de monitoring, de qualité des données, de drift des données, de sortie de domaine d'usage, etc., etc. Mais en fait, le déploiement de l'IA dans les secteurs entreprises industrielles, pour du contrôle industriel ou de la robotique industrielle du type AGV ou autre, hein, dans certains domaines, c'est pas si démocratisé que ça, il faut quand même le voir. Hein.
C'est-à-dire il y a très peu de preuves de concept qui passent à l'échelle. On est à 10 à 15% de preuves de concept qui passent à l'échelle. Et donc il y a encore tout un aspect de pénétration, transformation de ces solutions IA dans les secteurs industriels et robotiques. Il y a énormément de cas d'usage de contrôle visuel couplé à de la robotique, notamment pour faire de l'inspection de pièces ou autre. Et ça, on voit bien qu'il y a un besoin d'autonomisation, d'autonomie, de manière à pouvoir gagner en performance sur cette typologie de contrôle, notamment dans plein de secteurs d'activité, aéronautique, automotive, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment de la valeur à aller chercher de la part des industriels, avec un ROI important, et la volonté d'avoir des déploiements d'IA et d'une autonomie partielle ou totale, plutôt partielle. On garde quand même toujours un opérateur dans la boucle, et qui permet justement de non plus avoir une personne qui va contrôler ces pièces. Enfin, faut le voir, dans le secteur automotive, c'est peut-être 1800 ou 1200 contrôles par jour pour quelqu'un. Donc, on peut imaginer la charge cognitive. Et donc, de pouvoir automatiser partiellement cette tâche. Et donc, d'avoir un couplage, on va dire, IA robotique qui soit fort de manière à pouvoir proposer cette solution-là. Donc, l'outil logiciel, c'est l'outil qu'on développe, qu'on utilise tous les jours, un peu comme l'artisan avec son outil. Il s'avère que l'outil qu'on produit en recherche académique est capable de transférer directement vers l'industrie, et c'est un peu les success stories qu'on a dans l'équipe avec plusieurs logiciels phares. Donc tout à l'heure je parlais de Pinocchio. Oui. Donc Pinocchio, c'est un logiciel qui permet de faire le calcul de la dynamique des robots, pour la simulation des robots, ainsi de suite. Et ces outils-là sont indispensables dans l'écosystème IA et robotique qu'on voit émerger aujourd'hui. Donc je peux prendre l'exemple par exemple de Wondercraft, la société qui fabrique des exosquelettes ici à Paris. Depuis plus d'une dizaine d'années. Ils ont fait récemment des annonces de partenariats, ainsi de suite, et donc c'est un écosystème extrêmement vibrant en France et en Europe. Donc cette société-là, par exemple, va utiliser directement notre outil logiciel disponible en accès libre sur Internet, sur des licences très permissives du point de vue utilisation industrielle, ce qui leur permet d'avoir un savoir-faire assez unique qui est développé à l'INRIA ou au CNRS, et de directement pouvoir en bénéficier sans devoir devenir experts eux-mêmes de la technologie qui est contenue dans le logiciel. Ce qu'on est en train de créer au sein d'INRIA, c'est un écosystème autour justement du logiciel libre pour la robotique et l'IA, un peu le Linux pour la robotique. L'idéal pour nous, ça serait d'avoir un système ouvert où partenaires académiques et partenaires industriels collaborent ensemble autour d'un même outil qui est l'outil logiciel, en vue de le faire évoluer selon à la fois les roadmaps scientifiques, mais aussi et surtout les roadmaps industriels, pour avoir finalement un outil qui se pérennise dans le temps et qui accompagne l'évolution de l'écosystème robotique et IA actuellement. C'est là que l'écosystème est important, je te rejoins là-dessus. Oui. L'écosystème entre acteurs de la recherche, acteurs de la technologie et acteurs industriels. Et je pense que c'est quand même un élément important du fait que les investissements sont conséquents, les compétences sont rares. Et donc forcément, à un moment donné, la dynamique d'écosystème, nous aussi au travers de l'open source, puisqu'on est très open source aussi, la dynamique de l'écosystème, elle est quand même essentielle à la réussite du final, qui est de pouvoir créer de la valeur et de pouvoir transférer ça. C'est un essaimage CEA-IRT, mais il y a un certain nombre d'acteurs entreprises qui ont contribué à tout ça aussi. Et je pense que ça, on peut le faire que parce qu'il y a un lien fort entre les instituts de développement, les instituts de recherche et les entreprises qui jouent le jeu aussi et qui sont conscientes des limites techniques, des limites scientifiques, et qui se disent peut-être collectivement on y arrivera plus facilement ou plus rapidement ou de manière plus impactante. Je pense qu'il y a déjà un aspect de confiance, et le fait de déjà engranger des utilisateurs reconnus et qui disent qu'ils utilisent nos solutions, ça fait qu'on gagne en visibilité, et il y a déjà cette notion de confiance des autres utilisateurs qui a gagné. Après, il y a aussi le côté, donc le volet formation est très important. Donc un exemple, donc nous l'équipe Willow fait partie du cluster IA Prairie-Psai. Donc le cluster, un des clusters qui ont été lancés récemment par le gouvernement pour pouvoir accompagner la stratégie régionale autour du déploiement de l'IA et de la formation autour de l'IA. Et donc dans ce cadre-là, nous on encadre des formations, par exemple à l'intention des ingénieurs de l'industrie automobile, pour les former aux enjeux de l'IA, aux nouveautés de l'IA. Et c'est sûr qu'il y a 10 ans, l'IA était quasiment inexistante des programmes de formation en école d'ingénieurs ou à l'université. Aujourd'hui, ça devient un sujet extrêmement central.
Et pour autant, les formations ne suivent pas encore la hype autour de l'IA et surtout la formation autour de la complexité des outils autour de l'IA. On va former beaucoup de data scientists, mais ce n'est pas suffisant pour la robotique, par exemple. Et c'est plutôt une formation pluridisciplinaire à la croisée donc, de la mécanique, de l'électronique, mais aussi de l'informatique et des mathématiques qui va permettre à ces gens-là de pouvoir embrasser complètement le problème. Nous aussi, on a beaucoup travaillé sur les sujets formation. Il y avait un partenariat avec Centrale Supélec, notamment sur des formations. Donc je pense que c'est essentiel en fait d'avoir des gens qui soient formés. Mais on peut quand même se targuer en France d'avoir des organismes de recherche, plus globalement CEA, INRIA, mais aussi le CNRS et les universités qui ont des très grosses compétences en intelligence artificielle, en ingénierie système, en validation de système, etc. etc. Donc on bénéficie quand même d'un savoir-faire qui est reconnu plus largement qu'en France et en Europe. La reconnaissance sociale se fait au travers, je pense, de l'open source. C'est quand même un élément de reconnaissance fort. C'est-à-dire que quelque part, on accepte de partager aussi ce qu'on fait, avec des licences qui peuvent être diverses, côté open source. Et ça, c'est un élément qui est quand même fondamental. C'est-à-dire qu'on permet de démontrer en partageant les travaux de recherche qu'on a fait et qui permettent à une communauté de pouvoir utiliser et donc à une communauté de se créer. Et ça, c'est un deuxième élément important. Après, le troisième élément quand même sur lequel j'aimerais revenir, c'est, je pense qu'il y a quand même pas mal de mythes et de visions aussi autour de l'IA, c'est-à-dire on en parle beaucoup, mais il y a quand même une grande complexité derrière. On a l'impression de beaucoup de potentialités, ce qui est vrai, mais l'intégration de l'IA dans des systèmes comme les systèmes robotiques est une intégration complexe. On a tendance à dire, je peux avoir le meilleur modèle que je veux, si je ne peux pas l'intégrer dans mon système robotique, ça ne sert à rien. Et donc je pense qu'il y a aussi toute une partie d'acculturation, notamment des décideurs, à ce qu'est l'IA, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire demain, et du travail qui reste encore à faire. Donc à ce niveau-là, on essaye d'épouser un peu les tendances modernes en termes de développement logiciel typiquement, et ça demande d'être extrêmement flexible pour pouvoir à la fois développer des logiciels testés, donc avec des processus d'intégration continue, déployables sur des systèmes d'architecture extrêmement diverses, que ce soit des clusters, des systèmes embarqués, et aussi de pouvoir en fait les rendre facilement aussi interfaçables avec le reste. Donc la stratégie qu'on a choisie chez nous, c'est pas de construire un immense framework logiciel, un seul logiciel qu'on pourrait avoir classiquement comme la suite Office. C'est plutôt d'avoir un système extrêmement modulaire, interconnectable et interchangeable pour justement, finalement, la brique de vision artificielle, elle va très vite être obsolète et on va pouvoir la remplacer par une autre brique logicielle avec les mêmes entrées, les mêmes sorties. Mais par contre, on va rendre tout ça modulable et modulaire pour le rendre extrêmement flexible et donc adaptable avec les évolutions et les progrès qui arrivent très vite. On a exactement la même démarche. Ouais. On est plutôt sur des solutions modulaires parce qu'il est clair qu'à un moment donné, il y a déjà un écosystème logiciel, il y a un écosystème hardware, mais il y a aussi un écosystème logiciel. Donc ça ne sert à rien d'avoir une solution complète qui doit faire all-in-one et finalement tout remplacer. Ça n'existe pas. Et l'approche modulaire, elle permet aussi d'être adaptée aux besoins. Parce que les besoins sont, on parle de robotique, mais les besoins pour un industriel ou un autre, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc sur cet aspect pérennité, donc je pense que l'aspect modulaire est important. L'aspect open source là-dedans est important aussi. Quand vous allez développer votre système, vous le prévoyez pour une typologie d'environnement, donc pour un usage donné. Il suffit que certaines choses, paramètres extérieurs changent un peu, les performances vont être dégradées. Donc finalement, votre capacité, et nous c'est un peu ce qu'on fait au niveau de Safan AI, à suivre dans le temps les performances du modèle, enfin du composant IA, et à pouvoir le réadapter rapidement en opération de manière à pouvoir avoir quelque chose qui soit toujours au spec et aux conditions attendues, c'est un élément qui est fondamental, notamment sur l'évolutivité. En fait, l'évolutivité et la valeur, elle va se faire en opération. Il vaut mieux avoir quelque chose de modulaire qui s'adapte à l'usage et aux besoins. C'est beaucoup plus simple à gérer, c'est beaucoup plus simple à maintenir et c'est beaucoup plus simple à déployer aussi opérationnellement. Donc ça a une logique à la fois économique, de performance, d'usage et aussi, on va dire, d'aspect sustainability parce que avoir un gros c'est comme pour les modules d'IA, c'est-à-dire avoir un système qui soit embarqué, d'un point de vue frugalité, ça peut avoir tout son sens. Modularité égale simplicité. Et simplicité à notre échelle, donc nous on est 50, vous êtes une petite dizaine, vous êtes en devenir, vous commencez. Donc en fait à cette échelle-là, on ne peut pas partir sur une solution globalisante qui viendrait finalement ralentir tout le processus de créativité et d'intégration.
Et le fait de travailler avec des modules, ça nous permet vraiment de travailler à taille humaine, finalement, avec des petites entités, et qui sont finalement, une fois que le logiciel est fini, potentiellement il est fini, on n'a pas besoin de le faire évoluer celui-là, et on peut passer au suivant, et donc le figer et passer à la suite. On est sur des systèmes embarqués qui ont des contraintes matérielles. Donc quelque part, à un moment donné, vous êtes obligé de vous adapter à ces contraintes matérielles. Donc avoir une IA qui soit beaucoup plus adaptée, beaucoup plus frugale, etc., ça a tout son sens parce que c'est en adéquation aussi avec l'usage et le système dans lequel vous allez vous intégrer. Pendant très longtemps, il y a eu une forte stagnation au niveau de la robotique. On peut voir ça en robotique humanoïde. Il y a eu l'effet Honda dans les années 90, et puis après, derrière, il y a eu quelques rebondissements avec la création de Boston Dynamics et les robots qu'on a pu voir. Mais ça restait des robots de démonstration et pas d'action au sens agir pour créer. Là, on arrive à un changement de paradigme. Ce changement de paradigme est en grande partie lié à deux phénomènes. Je pense qu'on oublie souvent de parler du côté hardware, qui est extrêmement important et qui a ses contraintes physiques. Mais dernièrement, il y a eu des évolutions majeures sur le design des robots, sur la simplification du design du robot, qui fait que ça simplifie aussi le contrôle des robots et donc l'interfaçage avec l'IA. Donc l'IA aujourd'hui est en train d'embrasser le monde physique. Pour l'instant, c'est un monde plutôt virtuel. On est en train de passer au monde physique avec premièrement la perception, et on arrive à percevoir de mieux en mieux le monde, à l'interpréter et à avoir une sémantique sur le monde. Aujourd'hui, on aimerait avoir aussi une IA qui soit capable de mettre en mouvement ces machines. On y arrive, il y a des chemins à faire, mais la grande question qui se pose côté recherche scientifique, c'est comment on va pouvoir certifier les choses, garantir, rendre les choses efficaces et frugales, parce que c'est des questions importantes. Aujourd'hui, on ne peut pas juste envoyer et apprendre hors ligne et envoyer ça dans un robot. On a besoin des robots qui soient modulaires, adaptatifs à leur environnement. C'est ce que va permettre l'IA. Et donc, il y a un point essentiel, c'est que l'IA, finalement, on se rend compte, elle va certainement permettre de simplifier finalement le design des robots eux-mêmes. Donc, ce qu'on va pouvoir voir arriver et émerger prochainement, c'est l'approche plutôt de co-design, c'est-à-dire avoir des solutions logicielles qui vont venir alimenter et améliorer le côté hardware, et vice-versa, le hardware va améliorer l'IA et ainsi de suite. Donc il va y avoir ce bouclage-là, et donc l'IA qui était jusqu'à maintenant déconnectée du monde physique va devoir se connecter, et c'est la robotique qui est vraiment le premier impacté par ce changement de paradigme. Je pense que la robotique, c'est un peu un des cas d'usage emblématiques de l'utilisation de l'IA dans des systèmes. C'est un peu comme le véhicule autonome, quoi. On va le dire comme ça. Par rapport à ça, donc si je reprends un peu l'histoire du véhicule autonome, je pense que ça va être une histoire longue, il y a encore beaucoup de travaux à faire. À un moment donné, les véhicules autonomes, on nous disait ça va être 2025, maintenant c'est 2028, 2030. Donc c'est pour ça que je reste prudent sur les dynamiques de déploiement opérationnel at scale un peu de robotique humanoïde. Typiquement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que le véhicule autonome il marche, ok on peut le faire, on peut le mettre là ici, simplement après pour le mettre dehors dans la circulation c'est autre chose. Je crois que la grosse problématique c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est pour ça que c'est un peu ce qu'on fait aussi côté Safan AI sur la partie suivi opérationnel, c'est la certification des systèmes en déploiement. C'est-à-dire comment est-ce que vous garantissez aujourd'hui que je prends par exemple de la robotique pour des domaines agricoles, que vous n'allez pas avoir des problèmes de safety, etc., dans des phases de déploiement. Je pense que c'est là qu'on va avoir des choses intéressantes, c'est d'avoir beaucoup des éléments de convergence entre du hardware, du soft, de la robotique, du jumeau numérique, et donc ça demandera en fait une coopération d'un certain nombre d'équipes avec des compétences assez diverses, qui va vraiment être intéressante d'un point de vue à la fois industriel, d'un point de vue recherche. Comme je disais tout à l'heure, ça demande des gens qui font de l'IA, des gens qui font de l'ingénierie système, des gens qui font de la qualification, des gens qui font des digital twins, des gens qui font plutôt, on va dire, des systèmes de captation de données ou autres. Enfin, ça demande quand même un grand panel de compétences. Et c'est là où finalement l'écosystème dans lequel on évolue est important. En revanche, là où on peut se recentrer, que ce soit à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe, c'est vraiment de créer finalement, de faire émerger un écosystème autour de la robotique et de l'IA, parce qu'en fait on a des talents à tous les niveaux, à la fois côté université, centre de recherche, CNRS, INRIA, CEA, on a des talents dans les startups innovantes, donc Mistral, Hugging Face, et des nouveaux acteurs émergents de la robotique que sont Wondercraft, Enchanted Tools en France. Et par ailleurs, on a aussi des industries qui se remettent à la robotique. Typiquement Renault. Renault était fabricant de robots dans les années 70-80. Ils ont arrêté leur programme dans les années 90 et aujourd'hui, ils viennent de lancer un nouveau partenariat avec Wondercraft. Ce qui montre un intérêt fort pour la thématique. Et maintenant, la solution
à mon avis, c'est d'y aller ensemble, sachant que la recherche académique en amont peut fournir des solutions d'accélérateur de boost qui vont permettre de simplifier les solutions technologiques déployées et aussi accompagner finalement le volet formation qu'on a besoin de transformer ces sociétés qui fabriquaient du hardware en des sociétés qui vont aussi concevoir du software et qui sont déjà passées à la révolution software avec différents aspects dans leur programme de développement. C'est vrai que sur les aspects souveraineté, à partir du moment où on considère qu'il y a un enjeu de plateforme stratégique, puisque ça reste des plateformes ces systèmes-là, il est important de pouvoir disposer de plateformes en propre côté européen, peut-être pas que côté français, mais côté européen.